Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo spéciale Rust sur les traits, ça faisait longtemps. Alors les traits, je pense que pour certaines personnes qui ont peut-être déjà fait des langages comme Java, C# ou C++ ou des trucs dans le genre, je pense que vous verrez en première vue que c'est très similaire aux interfaces. Vous allez voir qu'en fait c'est un peu plus que ça. Donc ça peut être comparable à des interfaces, ça peut être comparable à des classes abstraites, mais ça a aussi son propre truc en fait. On va voir ça. Commençons avec un exemple simple. J'ai juste utilisé cette ligne-là pour que Rust ne m'envoie pas de warning, sinon le code fonctionne parfaitement. Alors je crée un trait animal avec la méthode que doivent partager tous les types qui implémentent ce trait. La méthode c'est cri à l'occurrence. Je crée un struct chat avec rien dedans et j'implémente le trait animal, implement animal for cat, ou for chat je veux dire, implement animal for chat, et je mets aussi la méthode cri pour le chat. Je peux alors utiliser cri avec chat. Et le résultat, il m'affiche miaou. Et je peux même faire ça pour un enum, comme par exemple poisson. Et là, je veux créer une variable qui contient un type poisson, qui est poisson-chat ici comme valeur. Et bien évidemment, un poisson-chat, ça fait pas vraiment de bruit, selon moi. Je peux alors implémenter une fonction générale qui prend un animal et fait un double cri. Et je peux l'utiliser sur les types créés. Et donc nous avons les résultats doubles. Il y a différentes manières d'implémenter une fonction qui utilise des traits en paramètres. Et la première méthode dont j'ai montré, donc vous avez vu le mot-clé impl, ça veut simplement dire que c'est pas vraiment un type concret, mais tout type qui implémente le trait animal. À la place de impl et aussi din, ça c'est quelque chose qui est un peu plus dans l'orienté objet, mais qui permet en fait de pouvoir vérifier le type de l'objet directement en fait, non pas autant de compilation, mais autant de runtime, ou comment dit-on, d'exécution. Mais l'élément qui nous intéresse le plus, c'est la troisième forme qui semble un petit peu plus verbeux, mais qui a un avantage. Comme vous voyez, ça va être directement relié à un générique. Donc vous verrez que les traits bossent très bien avec les génériques. Ce qui veut dire qu'on peut mettre un générique ici et qu'on dit que ce générique doit implémenter impérativement le trait animal. Quel est l'avantage ? Donc si tout d'un coup j'essaye de pouvoir printer le A comme ça, il va me dire que ça ne marche pas parce que il n'implémente pas le stdfmt display. Si j'importe le trait display et que je fais un plus display avec animal, c'est-à-dire que là il va compter les deux traits. Là ça marche. Donc l'avantage c'est que ça encourage le interface segregation parce que ça nous permet de créer des mini interfaces avec simplement le strict minimum et en fait les combiner à notre sauce quand on veut. On peut regarder les traits aussi comme des classes abstraites. J'ai implémenté la méthode double cri directement dans la classe animal. Et donc j'ai directement mis ce qui est à faire dedans. Donc ça aussi c'est possible. Ça veut dire que chat et poisson qui implémentent déjà cri par eux-mêmes ont déjà le double cri par défaut. Donc ça peut être cool aussi d'avoir des fonctions ou des méthodes qui sont dépendantes d'autres méthodes implémentables par l'utilisateur. Comme par exemple dans Rust, les itérators en fait sont des types qui implémentent le trait itérator. On a juste qu'à implémenter la méthode next et nous avons une pléthore de méthodes qui peuvent être utilisées par là. Donc ça peut vraiment être puissant ce type d'implémentation. Les traits peuvent aussi servir pour les extensions. Par exemple, je peux implémenter un trait pour un type que je n'ai moi-même pas créé et pour lequel j'ai pas accès directement à la librairie. Par exemple, j'implémente le trait animal pour le vecteur de la librairie standard. Je dois aussi mettre le générique ici pour qu'il puisse comprendre. Je peux donc créer un vecteur comme ça et utiliser double cri. Et comme vous voyez, ça a marché même si c'est pas moi qui ai créé ça. Même si je n'ai pas accès au code pour le vecteur. Même si je peux pas modifier la structure interne du vecteur. Et on peut aller plus loin. Vous connaissez la blanquette implementation ? Imaginons que quelqu'un veut utiliser mon code sans avoir vraiment accès dedans. Il peut simplement que importer le trait animal. Il veut ajouter en fait quelque chose parce qu'il veut que un animal puisse faire 3 fois son cri, donc fasse un triple cri. Cette personne crée un trait triple cri. Et regardez bien ici, c'est là où tout s'opère. Nous implémentons triple cri for A, le générique A, mais on dit que ce générique doit implémenter impérativement le trait animal. Donc il sait qu'on traite sur les animaux. Ce qui fait que je peux directement utiliser le cri de animal et l'avoir ici. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de l'implémenter pour chaque type en particulier. Dès que le type implémente le trait animal, il va forcément implémenter le triple cri. Une forme d'héritage qui est uniquement comportemental. IterTools est vraiment une très bonne implémentation du Blanket Implementation parce que en fait ça ajoute une suite et un ensemble de méthodes en fait supplémentaires dans les itérators. Il vous suffit juste d'utiliser le
l'import, donc use itertools, et donc maintenant tous vos itérateurs ont des méthodes supplémentaires pour faire des trucs intéressants. Comme vous en rendez compte, donc ça ressemble plus à une interface et ça a vraiment des liens comportementaux. Mais on peut aussi ajouter d'autres éléments intéressants. Je peux comme par exemple lier une constante patte avec le trait animal. Je peux donc mettre 4 pattes pour un chat et 0 pattes pour un poisson et pour un vecteur. Je peux alors créer une méthode nombre de pattes qui va utiliser cette constante. Et si j'utilise cette méthode sur les trois là, ils vont nous dire le nombre de pattes qu'ils ont. Maintenant, l'avantage, c'est que nous avons des valeurs qui sont vraiment liées à un set de comportements définis, et donc on peut vraiment définir nos blocs de comportement avec, bien évidemment, des valeurs qui sont dedans. Bien évidemment, vu que c'est des traits, ça ne définit pas des états changeants, donc il fallait bien qu'on puisse définir des constantes. On peut aussi définir un type lié aux traits. Je vous explique ce que ça fait. Donc j'ai défini un type nourriture que l'animal peut manger. Et donc je définis aussi une méthode peut manger. Donc il va vérifier si il peut manger ce type de nourriture. Donc il y aura quand même une restriction sur le type de la nourriture, mais cela peut être propre à n'importe quel type qui implémente. Je vous montre. Comme par exemple, on peut dire qu'un chat, sa nourriture c'est le poisson. Donc ce qui veut dire que là maintenant, on peut utiliser les méthodes pour connaître en fait le contenu dans les poissons. Pour les poissons et pour les vecteurs, j'ai eu la flemme, donc j'ai juste mis que c'était booléen et donc je retourne n comme ça. Ce qui fait que je peux maintenant appeler chaque méthode avec le type qu'il faut. Donc le chat peut manger, mais cette fois-ci c'est les poissons. Le poisson peut manger, mais c'est les booléens, et les vecteurs aussi, c'est les booléens. Après on peut afficher les résultats, donc je les mets juste dans des variables res1, res2, res3 parce que ça retourne une valeur et il faut printer le tout. Et comme vous voyez, donc on peut regarder s'il peut manger ou non. Bien sûr, vous avez les types liés, mais vous pouvez aussi utiliser en fait les génériques dans les traits, comme on avait vu tout à l'heure. Ça veut dire qu'en fait, nourriture peut très bien être mis en tant que générique si vous voulez en fait mettre différentes implémentations du même trait avec un type lié différent. Mais je vais pas le faire parce que, en termes de complexité, j'ai pas encore trouvé vraiment de use case pratique pour ça. Comme vous le voyez, les traits en Rust sont très puissants, donc il faut pas juste penser que ce sont juste des interfaces, juste des classes abstraites ou quoi que ce soit, parce que vous risquez de les limiter dans leur capacité. Donc il y a certaines choses qu'ils peuvent pas faire, parce que ici ils se basent simplement sur la transmission et le management des comportements de différents types, et donc en fait ils sont pas vraiment liés finalement à la structure réelle ou clé d'un type. Parce que vous savez que dans Rust, vous avez plusieurs moyens de définir des types. Ça peut être des structures, ça peut être des tuples, ça peut être des enums, ça peut être des fonctions aussi. Donc les traits sont vraiment adaptés à ça et ce sont pas comme par exemple les interfaces qui sont peut-être un peu plus trop liées aux classes notamment. Les traits sont plus libres. Mais ça arrive aussi avec un coût, donc là où vous n'aurez pas la capacité de définir vraiment des structures. Comme on l'a vu, on peut avoir des constantes, mais c'est pas exactement la même chose que des structures. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Oui, je pense que je ferai encore d'autres vidéos sur Rust, parce que c'est vrai que je m'étais mis un petit peu en pause, mais si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas donc. Et bien sûr, nous avons aussi un Discord, donc si vous voulez parler, échanger et tout, donc nous avons aussi cette place-là, donc le lien sera aussi en description. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, alors moi je vous dis à tout bientôt et d'ici là que Dieu vous bénisse.